Nouvelle édition d'information sur Boussole TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette actualité. Comme annoncé au sommaire, levé des immunités de Joseph Kabila, attendu ce mardi 20 mai 2025 au Sénat pour le début des auditions à la commission spéciale dirigée par le sénateur Christophe Lutundula. Une invitation lui a été adressée par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Le commentaire de Jude Kaloum. L'ancien président congolais, désormais sénateur à vie, est convoqué par ses pairs ce mardi à Kinshasa dans le cadre d'une commission spéciale chargée d'examiner et de statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Sera-t-il présent? Rien n'est moins sûr. La commission spéciale, qui doit examiner ces dossiers d'une complexité sans précédent, doit soumettre prochainement le résultat de ses travaux aux sénateurs réunis en plénière. L'opposition congolaise a manifesté sa désapprobation quant à la démarche initiée par l'auditeur général après la cour militaire. Elle dénonce notamment la violation de la procédure enclenchée. Il faut le rappeler déjà que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait éclairé récemment Joseph Kabila devrait répondre de ses actes non pas comme ancien président, mais plutôt comme un sénateur à vie. L'ancien président de la République, qui a passé 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo, est notamment accusé d'être proche avec la rébellion du M23, une chose que rejettent ses partisans. Joseph Kabila, ces dernières années, s'est faisait plutôt discret depuis l'Afrique du Sud où il vivait en exil. C'est jusqu'en février dernier. Probablement non, les sénateurs à vie risquent de ne pas arriver à Kinshasa. C'est en son absence que les sénateurs risquent de décider de la levée de son immunité cette semaine. Notons que la commission spéciale, composée exclusivement de membres de la majorité présidentielle, doit remettre son rapport d'ici mercredi et les soumettre au vote du Sénat. Et après près de 5 ans, le verdict dans le procès du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, incluant l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Seko, accusé, est tombé ce mardi 20 mai 2025. Le président de la Haute Cour a motivé sa décision en incluant l'idée de prétendue immunité parlementaire dont parlait l'ancien Premier ministre. Ainsi, la Cour constitutionnelle a condamné Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés, accompagné d'une inéligibilité de 5 ans et d'une interdiction de droit de vote. Israël Toumba nous fait le point. Tant entendu, l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo vient d'être achevée et chacun connaît désormais son sort. Le verdict est tombé ce mardi l'après-midi. Par ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamboulé Tabadibanga, a, avant de donner la position de la Haute Cour, réagi sur le sujet qui a créé du buzz sur les réseaux sociaux concernant la levée des immunités parlementaires du député national Matata Ponyo Mapon. On ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré. Le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. La Cour constitutionnelle a statué sur les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des fonds publics portant sur la somme de 156 millions de dollars à l'encontre de prévenus Augustin Matata Ponyo et Christo Grobler dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Cette décision est intervenue après un examen approfondi des pièces du dossier confirmant la responsabilité des accusés dans la gestion défaillante des fonds alloués au parc agro-industriel. De tout ce qui précède, la Cour dira réunir tous les éléments constitutifs de la prévention des détournements des deniers publics de la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous. Cumulant toutes les infractions, la Cour constitutionnelle prononce la décision suivante concernant les 3 prévenus poursuivis depuis 2021 dans l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. La Cour condamnera dès lors les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, respectivement à 5 ans de travaux forcés pour les détournements commis en participation avec le prévenu Globler Christo Stéphanous et à 5 ans de travaux forcés pour les détournements perpétrés en participation avec les prévenus Mutombo Mwananyembo de Ugasias
d'où la peine de 10 ans de travaux forcés sera prononcée contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. Cette décision de la Haute Cour interdit à Matata Ponyo les droits de vote pendant 5 ans et prévoit la confiscation des biens mal acquis. Une audience pénale s'est tenue ce mardi 20 mai au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe dans le cadre d'un conflit parcellaire opposant M. Boladinga Omalanga, locataire historique à Asman Agbali, un ressortissant indien. L'affaire enregistrée sous le numéro RP32 178 a été renvoyée sine die, fixée dans 2 semaines pour permettre un examen approfondi de pièces du dossier. Suivez. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a tenu cet avant-midi une audience pénale dans le cadre d'un conflit parcellaire opposant M. Boladinga Omalanga, locataire historique, à Asman Yasmin Firozali Agbali, un ressortissant indien. L'affaire, enregistrée sous le numéro RP32.178, a été renvoyée à une date ultérieure fixée dans 2 semaines pour permettre un examen approfondi des pièces du dossier. Monsieur Boladinga Omalanga, résident sur l'avenue 3-Vallées, numéro 6, barre B, dans le quartier Joli Parc, commune de Ngalema, occupe depuis 1995 cette parcelle au cœur du conflit, située à l'avenue du Commerce, numéro 24-99, dans la commune de la Gombe. Initialement locataire de la villa à l'arrière de la parcelle, il a étendu son occupation au magasin du devant à partir de 2005, soit une présence ininterrompue de 30 ans. Le différend avec Asman Agbali, poursuivi dans cette affaire, porterait sur des questions liées à la propriété ou à l'usage des lieux, d'après les témoignages. Sous la couverture médiatique sur requête de M. Boladinga Omalanga et autorisé par le tribunal, comme en témoigne l'ordonnance signée par le président Crispin Ngandou Kalemba et le greffier titulaire Mathieu Tawaba Sanza, cette affaire s'est vue accorder une importance transparence à souligner, bien que le verdict n'est pas encore rendu. L'audience présidée par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a été marquée par des échanges entre les parties et leurs représentants légaux. Toutefois, aucune décision n'a été rendue aujourd'hui. Le juge a ordonné un envoi de l'affaire pour permettre un complément d'instruction. Eu égard au renvoi de cette audience, les avocats de M. Boladinga s'y sont mis à fixer les points. Et à l'audience de ce jour, le tribunal a décidé éventuellement une descente, mais faire comparaître aussi d'autres parties des témoins. C'est comme ça que l'audience est renvoyée pour comparution personnelle d'une autre indienne et de parties qui ont vendu aux Indiens et aussi éventuellement des témoins à citer. Que M. Boladinga n'a pas qualité de rester en justice contre l'Indien alors que M. Boladinga est victime de sa destruction méchante. Quoi de plus normal, celui qui est victime d'une destruction méchante vienne citer celui qui a détruit. Mais comment on peut l'opposer l'exception de défaut de qualité? Il n'y a pas de défaut de qualité. Et pour la partie citée a voulu que M. Boladinga cite ceux qui ont vendu à l'Indien. Les parties sont attendues devant le tribunal dans 2 semaines pour la suite des débats. Les médias et le public suivront de près cette affaire qui met en lumière les défis liés aux droits fonciers et à la protection de locataires de longue durée à Kinshasa. Et dans un autre chapitre, présentation officielle du livre blanc sur le crime du RDF M23 à Goma et Bukavu, le mécanisme national de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba dévoile un document accablant sur les exactions commises entre janvier et avril 2025 en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur représentant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Ce mardi 20 mai 2025, dans un cadre solennel, le mécanisme national des suivis, MNS en sigle, de l'accord cadre d'Addis Abeba a officiellement présenté son livre blanc analysant les crimes graves et massifs perpétrés par les forces spéciales rwandaises RDF et le groupe armé M23 lors de la prise et de l'occupation des villes de Goma et Bukavu entre janvier et avril 2025.
L'ouvrage, remis au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, représentant le chef de l'État, a été rédigé sous la coordination du professeur Ntumba Loaba, éminent expert en résolution des conflits et défenseur infatigable de la paix dans la région des Grands Lacs. Les livres présentés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, devant un parterre des personnalités politiques, diplomatiques et acteurs de la société civile, notamment la ministre des Droits humains et de la Défense, dresse un bilan atroce des exactions commises, massacres ciblés, viols systématiques, déplacements forcés et pillage des ressources naturelles. Le professeur Loaba a insisté sur la nécessité de documenter ces crimes pour éviter l'impunité. Il est important de les répertorier, de les documenter pour pouvoir s'en servir dans nos plaidoyers sur le plan international et également devant le cours des tribunaux. Patrick Mouyaya, lors de sa prise de parole, a souligné l'aspect de la vigilance dans l'activité de la présentation de cet ouvrage, écrit en vue de permettre aux générations futures de s'imprégner de tout le crime que le Rwanda a causé dans les pays de Lumumba. La vigilance, nous devons l'avoir de manière continue parce que nous avons peut-être entamé avec les dernières évolutions la phase d'atterrissage d'un conflit qui dure plus de 30 ans. Représentant le chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a remercié l'initiative et félicité ainsi qu'encouragé les équipes qui ont concouru à la réalisation de cet ouvrage. L'initiative de ces écrits, féliciter et encourager les équipes qui ont travaillé pour ce travail. Soulignant qu'au cours de son allocution, le professeur Loaba a cité Albert Einstein, rappelant que la paix ne peut être maintenue par la force, mais par la compréhension. Un message fort pour une région meurtrie où la RDC, cœur géopolitique de l'Afrique, entend désormais peser de tout son poids pour exiger justice et souveraineté. Au Kasaï oriental, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a officiellement pris ses fonctions ce lundi 19 mai 2025. Cette cérémonie s'est déroulée au gouvernorat de province sous la direction de l'inspecteur provincial de la territoriale et avec la participation du comité provincial de sécurité, images et commentaires. À la suite de sa mise en accusation par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental pour un présumé détournement de 3 millions de dollars américains, subvention accordée par le pouvoir central, le gouverneur Jean-Paul Mboba Kapo a procédé ce lundi 19 mai 2025 à la cérémonie de remise et reprise avec le vice-gouverneur Augustin Kaemba Moulemena. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des réunions du gouvernorat de province sous la supervision de l'inspecteur de la territoriale, François Eyamba, en présence des membres du Conseil provincial de sécurité. Le superviseur a d'abord lu le message du VPM de l'Intérieur, puis le PV de remise et reprise entre les deux autorités. Ensuite, le gouverneur Jean-Paul Mboba Kapo et le vice-gouverneur Augustin Kaemba Moulemena ont conjointement apposé leur signature sur ce procès-verbal, sanctionnant la fin de la cérémonie. Confiant en la justice, Jean-Paul Mboba Kapo a appelé la population du Kasaï oriental et le personnel du gouvernorat de province au calme et à la sérénité. Je crois l'avoir dit lors du salut au drapeau. J'ai demandé à toute la population d'être calme et sereine et laisser la justice faire son travail. Je suis issu d'un parti politique, l'UDPS, qui a lutté pendant 37 ans pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Je crois que nous comptons sur notre justice et dira les droits. Ayant saisi la Cour constitutionnelle pour réparer l'injustice subie, Jean-Paul Mboba Kapo s'est envolé le soir de ce lundi en direction de Kinshasa, la capitale. La province sera désormais gérée par Augustin Kaemba Moulemena comme gouverneur intérimaire en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. L'Institut Amadeus a organisé dans la capitale marocaine un forum économique dénommé Global Vote, un cadre qui a permis aux experts économiques de réfléchir autour du développement de l'Afrique. La RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Boussou Kabamba pour plus amples détails.
L'édition 2025 de la conférence Global Growth, organisée du 20 au 21 mai à Rabat, au Maroc, par l'Institut Amadeus, a accordé une place importante à la République démocratique du Congo dans les cadres de la coopération Sud-Sud. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui a représenté les Congo-Kinshasa à ses assises de réflexion placées sous les thèmes croissance économique, souveraineté et réconfiguration. S'adressant aux participants, le patron de l'économie nationale a souligné que l'Afrique doit exclure de sa politique de développement toute croissance économique déconnectée des réalités. Il a évoqué les cas de la région des Grands Lacs, dont fait partie la RDC, qui doit nécessairement tourner la page de l'instabilité et des conflits pour que cette belle région d'Afrique puisse bâtir une économie stable, prospère et forte pour l'intérêt général. Le Congo puisse diffuser ses capacités sur le reste de l'Afrique, si elle ne se connecte pas dans la région des Grands Lacs, si elle ne se connecte pas avec l'Afrique australe, si elle ne s'ouvre pas grâce à tous ces corridors de développement, à tous ces ensembles, quoi. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, une souveraineté, pas une souveraineté nationale étroite, mais dans de grands ensembles africains. Et c'est possible, je crois que le moment est arrivé de faire de la coopération Sud-Sud une réalité sur le continent. Sur le plan énergétique, le ministre de l'économie nationale a évoqué les projets du barrage Grand Inga que la RDC souhaite développer, ainsi que les grands corridors verts reliant les Kivu à Kinshasa pour une énergie renouvelable, sans oublier les corridors des Lubito qui va créer des zones industrielles dynamiques reposant sur les ressources régionales des 3 pays, dont la RDC, l'Angola et la Zambie. La Global Growth Conference, qui a réuni ces différents acteurs, est une plateforme de réflexion et d'action visant à libérer les potentiels économiques de l'Afrique en encourageant des initiatives concrètes pour une croissance durable et résiliente. L'autorité provinciale poursuit ses initiatives visant à libérer toutes les emprises publiques occupées illégalement afin de préserver le vie humaine. Ce mardi 20 mai, les habitants de l'avenue Province, dans la section comprise entre l'avenue de l'Hôpital et l'avenue Mont des Arts, dans la commune de la Gobé, ont été visités par le tracteur de l'hôtel de ville Bousco Kabamba et Fiston Mohamed étaient sur le terrain. Après les pluies diluviennes qui ont endeuillé la capitale récemment, l'hôtel de ville a levé l'option de démolir toutes les constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques. Dans la matinée de ce mardi, le bulldozer de l'hôtel de ville a été aperçu sur l'avenue Province et Mont des Arts dans la commune de la Gombe dans le but de passer rapidement à l'action. On peut lire sur les visages de ces paisibles citoyens des larmes et de l'angoisse. Bien que l'initiative soit salvatrice, certains propriétaires de parcelles déplorent cet acte antisocial initié par le chef de l'exécutif provincial Daniel Bumba. Cette population en détresse sollicite une indemnisation de l'État congolais car elle possède des titres de propriété y afférents. Nous n'avons pas voté pour le président afin de souffrir, mais plutôt pour vivre en paix. C'est pourquoi, en tant que femme vigilante, j'implore la grâce du président. Le bailleur a pris la fuite et où irons-nous? Je pleure et je ne sais où aller. La pluie s'annonce et il y a aussi des voleurs dans ces milliers. Je demande aux hommes de bonne foi de nous venir en aide car nous ne savons où dormir. Siko tokobika wapi pe tokolala wapi lelo anje zobuka tokolala wapi sibitema tomoni l'état bato l'état baye balobi toyo buka bino 24 après 24 heures. Nous sommes surpris de voir la présence des engins. Mes frères ont mené des démarches auprès des autorités urbaines, mais sans succès. 72 heures pour libérer l'espace. Nous sommes quand même des parents. Ils devraient nous indemniser ou nous trouver un endroit avant de démolir. Nous sommes des humains et non des animaux.
Nous avons été avisés depuis le mois d'octobre 2024. Nous sommes d'accord pour le développement du pays. L'État est de notre côté et nous détenons des titres de propriété. Et voilà qu'aujourd'hui, nous voyons la présence du tracteur. Le ministre des Travaux publics contacté, ce dernier précise que cette opération permet la continuité du prolongement de la construction de l'avenue Province en béton dans le but de désengorger l'avenue Willery et que toutes les procédures ont été respectées pour viser les compatriotes de cet endroit. Et depuis la ville de Chikapa, Dexy Masséna a suscité une joie immense dans le cœur de personnes vivant avec handicap. Chacune d'elles a bénéficié d'une attention soutenue et certains de leurs besoins ont trouvé satisfaction. Reportage. En séjour dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, Dexy Masséna a été accueilli chaleureusement par ses pairs de personnes vivant avec handicap. Des milliers de personnes en situation de handicap ont effectué les déplacements jusqu'à la capitale de la province du Kasaï. Dans son discours et animé par cette générosité légendaire, Dexy Masséna a offert des pagnes et des matériels orthopédiques tels que des béquilles et des fauteuils roulants à cette catégorie de personnes. Lors de cette rencontre, le président national du mouvement du réveil de personnes vivant avec handicap a fait le serment de prendre en charge les études d'un enfant en mobilité réduite qui a parcouru plus de 15 km pour le rencontrer. Il a quitté 15 km pour venir me voir. Ainsi, je vais soutenir ses études. Tant que je serai en vie, même s'il faut continuer avec ses études universitaires, je les ferai tant que je serai en vie. Pour le bien-être des personnes vivant avec handicap, Dexy Masséna ne ménage aucun effort conformément à la vision du magistrat suprême qui ne jure que par la révalorisation des personnes vivant avec handicap. Et en sport, le grand classico très attendu entre l'ES Vita Club et les TP Mazembe, disputé au stade de Martyrs de Kinshasa, s'est soldé par un score nul et vierge des 0 buts partout. Cette rencontre comptée pour la 8e journée de play-off de la 30e édition Illico Cash Ligue 1. Avec ces nuls, l'ES V Club reste 5e du classement avec 11 points en 7 matchs, tandis que le Corbeau de Lubumbashi reviennent à la 6e place avec 9 points en 7 rencontres également. Les deux clubs devront redoubler d'efforts dans les prochaines journées pour chercher à mieux se positionner au classement. Et l'actualité au-delà de nos frontières, la Cour internationale de justice a statué lundi 19 mai 2025 dernier en faveur de la Guinée équatoriale dans le différend territorial qui l'oppose au Gabon. Depuis plusieurs décennies en jeu, 3 îlots pratiquement inhabitées, mais stratégiquement situées dans une zone maritime potentiellement riche en pétrole. Édouard Chama pour le point. Dans une décision historique, la Cour internationale de justice a reconnu la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les îlots d'Mbani, Cocotier et Konga, mettant ainsi fin à un litige territorial vieux de plusieurs décennies entre Malabo et Libreville. Ce contentieux qui oppose la Guinée équatoriale au Gabon depuis les années 1970 trouve son origine dans des revendications territoriales concurrentes sur ces 3 îlots stratégiques situés au large de la péninsule de Corisco en Afrique centrale. Outre leur importance géographique, ces îles sont réputées riches en ressources pétrolières, un enjeu économique majeur pour les 2 États.
Au cœur du différend, les Gabon s'appuyaient sur une convention dite des Bata, signée en 1974 pour appuyer ses revendications. Cependant, seule une photocopie non authentifiée du document avait été soumise à la Cour. En l'absence de l'original, la CIJ a jugé ces documents invalides comme preuve juridique. La Guinée équatoriale a quant à elle fondé sa défense sur un accord colonial franco-espagnol de 1900, ainsi que sur la proximité géographique des îlots avec ses côtes. Des arguments que la CIJ a jugés fondés, franchant ainsi en faveur des Malabou. Il aura fallu près de 9 ans de procédure à la juridiction principale des Nations Unies pour examiner les éléments présentés par les deux parties et rendre son jugement. Celui-ci est désormais définitif et contraignant. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une exploitation accélérée des ressources en hydrocarbures autour des îlots concernés, renforçant potentiellement la position économique de la Guinée équatoriale dans le golfe de Guinée. Pour les observateurs, ce jugement met fin à un épisode de tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays voisins, tout en posant un jalon important dans l'arbitrage des différents frontaliers en Afrique. Après un échange de 2 heures entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, l'Ukraine se réveille toujours sans aucune avancée sur un éventuel cessez-le-feu. Edouard Chama pour le détail. Donald Trump et Vladimir Poutine sont à leur 3e appel téléphonique depuis le retour du républicain à la Maison-Blanche. Objectif annoncé, mettre fin au bain de sang en Ukraine. Plus de 2 heures d'une conversation jugée satisfaisante par les deux présidents. Une annonce tonitruante et attendue de ces négociations imminentes. Le Kremlin a communiqué en premier une conversation très utile et franche, a dit Vladimir Poutine au micro tendu dans les couloirs d'une école de musique. La conversation a effectivement eu lieu et a duré plus de 2 heures. Je tiens à souligner qu'elle a été très instructive, très franche et globalement très utile. La Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne à l'élaboration d'un mémorandum sur un éventuel futur traité de paix. Le président américain a exprimé sa position sur la cessation des hostilités, le cessez-le-feu, et j'ai pour ma part noté que des négociations entre l'Ukraine et la Russie vont maintenant démarrer immédiatement en vue d'un cessez-le-feu. Donald Trump imagine même que le pourparler pourrait se tenir au Vatican, mais sans annoncer les calendriers pour l'instant. À Kiev ce matin, on n'est pas vraiment plus optimiste qu'avant ces coups de fil. Le président ukrainien Zelensky redoute les conditions russes. J'ai eu 2 entretiens téléphoniques avec le président Trump aujourd'hui. Nous avons évoqué un point crucial pour l'Ukraine, le cessez-le-feu, et la volonté des États-Unis de prendre des sanctions plus sévères si la Russie ne soutient pas le cessez-le-feu. La 3e chose que je lui ai demandé était de ne prendre aucune décision concernant l'Ukraine sans nous. C'est fondamental. Par ailleurs, le pourparler du vendredi dernier entre Ukrainiens et Russes à Istanbul, le premier depuis 2022, n'avait pas abouti au cessez-le-feu réclamé par l'Ukraine et ses alliés. Les attaques meurtrières se poursuivant sur le terrain. La Russie a ainsi envoyé dans la nuit du samedi à dimanche un nombre record de plus de 270 drones explosifs selon Kiev. Voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Audrey Bouzéné, assistée par Grady Ponchi, réalisée par Gédéon Chitumbi et Chrétien Gaël. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Boussolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.